Bonsoir mes amis, aujourd'hui on va parler de l'histoire dramatique du vol à l'Italia 404. Nous sommes le 14 novembre 1990. À l'Italia a opéré énormément de DC-9 à cette allure très particulière. Et ce jour-là, il y a un DC-9 en particulier, le Juliette Alpha, qui avait fait 2 vols vers l'Allemagne. Il avait été vers Düsseldorf et puis vers Francfort. Et à ces 2 occasions, les pilotes avaient réalisé que certains instruments avaient un petit peu de mal. Ils avaient réalisé que ce qu'on appelle les capteurs pour les VOR, ce qu'on appelle les NAV1 et les NAV2, c'est des dispositifs radio, de radionavigation embarqués à bord des avions, avaient un petit peu de mal avec certaines balises. Les problèmes des balises et du DC-9 ne dataient pas d'hier. Ça faisait seulement 15 ans qu'ils étaient connus et que personne n'avait réussi à les régler de manière définitive. Si on veut être un peu provocateur, on dira que la seule manière de régler de manière définitive tous les problèmes du DC-9 consiste à s'acheter un Airbus. Alors, quand le DC-9 arrive à l'aéroport de Milan, les techniciens ne sont pas surpris outre mesure quand les pilotes leur disent il y a le NAV1 et le NAV2 qui déconnent. Ok. Ils vont aller dans la réserve et ils vont aller chercher 2 boîtiers de remplacement. Ces boîtiers qu'on trouve jusqu'à nos jours sur eBay pour une somme modique. Ils partent vers $300. Pour des collectionneurs. En tout cas, on espère que ce ne sont pas des compagnies aériennes qui les achètent pour les remettre en service. Les techniciens connaissent la chanson. Ils ramènent ces 2 boîtiers. Ce ne sont pas des boîtiers neufs. C'est des boîtiers qui avaient été retirés sur d'autres appareils du même type. On a probablement dû les inspecter minutieusement. On a peut-être même dû donner un coup d'air comprimé dessus. On les ramène, on les branche à la place des 2 qu'on retire, qui iront pour la dite inspection, et on informe les pilotes qui écoutaient. On a fait des tests, parce qu'il y a une balise pas très loin de l'aéroport de Milan. On a fait des tests, on arrive à capter la balise, les chiffres qui sont indiqués semblent corrects. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut pas tester. C'est l'ILS, effectivement. L'ILS, c'est ce rail électronique qui permet l'approche, qui permet de matérialiser l'axe de la piste, mais aussi le plan de descente. Celui-là, ils peuvent pas le tester, parce que tout simplement, il faut le tester dans la verticalité, et ça, les techniciens en sont incapables. Ils disent donc aux pilotes, faites gaffe, le prochain atterrissage que vous ferez, faites-le en condition de vol à vue, ne le faites surtout pas dans les nuages, parce qu'on ne fait pas 100% confiance, parce qu'on n'a pas pu tester, mais faites-le en comparant vos références visuelles dehors à ce que l'ILS vous indiquera, et dites-nous un peu si ça correspond. Bien sûr. Vers 18h, les passagers embarquent, les portes sont fermées et à ce stade, il y a 46 personnes à bord de ce DC-9. Il commence à rouler, s'aligne sur la piste 36, direction plein nord, et il décolle de l'aéroport de Milan. Destination Zurich, de l'autre côté des Alpes. C'est un saut de puce, la distance à vol d'oiseau, ce jour-là à vol d'avion, entre ces 2 aéroports est de l'ordre de 220 km. L'appareil monte sèchement jusqu'au niveau 200, il faut traverser les Alpes, et après son jeu de mots, se laisse tomber doucement sur le versant du côté suisse des Alpes. À bord, dans le cockpit en tout cas, il y a 2 pilotes. On a un commandant de bord, senior, expérimenté, 10 000 heures de vol. Et à sa droite, on a un copilote très junior qui vient d'être recruté dans la compagnie. Le copilote ne mène pas large face à un commandant de bord qui le traite de manière autoritaire, condescendante, sans aller jusqu'à dégradante. C'est pas l'Air Blue pakistanais, mais on n'en est pas loin. Il le traite pas comme un pilote, il le traite pas comme un collègue ou comme un autre membre d'équipage. Il le traite, tu es l'élève, je suis le maître, je sais tout, tu sais rien. Il lui pose des questions,
Il transforme le vol en séance de questions-réponses. Le copilote, c'est lui qui a les commandes pour cette étape-là. Et bien sûr, il est extrêmement nerveux de cette situation. Ils se mettent en contact très rapidement. Le décollage, je disais, a eu lieu à 18h36. Un quart d'heure plus tard commence la descente déjà. Ils rentrent en contact avec l'aéroport de Zurich où le contrôleur va commencer à leur donner des indications. La piste en service est la piste 14. Ça veut dire elle est orientée au 140, presque au sud en fait. L'avion venant du sud, donc s'il veut atterrir sur cette piste, il faut qu'il dépasse les installations. Ça signifie qu'il passe au travers de l'aéroport de Zurich ou survole celui-ci, fasse demi-tour et revienne atterrir. Il fait nuit, le ciel est relativement couvert, il y a une couche nuageuse de 8 octas qui ferme complètement le ciel à 4000 pieds, mais sous les nuages, la visibilité semble correcte. Les pilotes entrent en contact, je disais, avec la tour de contrôle et un des premiers éléments que le contrôleur leur dit, c'est de ralentir un peu. Il y a dans l'échange qui est enregistré avec la tour de contrôle, un échange où le contrôleur demande au pilote de ralentir à 210 nœuds et ils vont dire on va le faire. À la voix, la radio, c'est le commandant de bord qui parle. Alitalia 404, descend to 4000 feet, turn right heading 110, clear dial at approach runway 14, QNH 1019. 1019, 4000 feet, right turn 120 to intercept runway 14. Maintain 210 404. 210 maintaining. À cet échange radio anodin va correspondre un échange aussi dans le cockpit. C'est que, avant cet échange, le commandant de bord avait déjà fait la remarque au copilote en lui disant tu vas trop vite. Tu vas trop vite, t'es dans un circuit d'approche, tu vas trop vite, t'as pas besoin d'aller aussi vite que ça. Et le contrôleur dans son radar voit effectivement que l'Alitalia fonce un peu trop rapidement, qu'il est en train de se rapprocher d'un avion qui le précédait. C'est pour ça qu'il lui dit calmez-vous un peu, descendez à 210 nœuds. Le commandant de bord profite de cette occasion, comme de d'autres, pour lui dire tu vois ce que je te disais, ralentis, tu vois. Ils arrivent donc, ils dépassent les installations, commencent à faire demi-tour, et le contrôleur les autorise donc à 4000 pieds, et leur dit, vous commencez à descendre quand vous interceptez l'ILS, ou le plan de descente. Et alors là, il y a quelque chose, mes amis, qui va survenir. C'est que l'ILS se matérialise sur cet avion par deux aiguilles. Il y a une aiguille latérale qui va à droite, qui va à gauche. Celle-ci, c'est une aiguille qui définit si on est dans l'axe ou pas. Idéalement, il faut qu'elle soit au milieu. Si le pilote la garde au milieu, il est dans l'axe de la piste. Sur le plan de descente, ça marche comme ceci. Typiquement, les plans de descente sont interceptés par dessous. Donc l'avion se stabilise à une altitude, et puis, quand il captera le plan de descente, l'aiguille s'affichera comme ceci. Elle sera en haut. Ça veut dire que le plan de descente est au-dessus de toi. Mais il ne faut pas aller le chercher, il faut juste rester à la même altitude et attendre. Et puis, au fur et à mesure que l'avion avance, l'aiguille va commencer à descendre parce que l'avion est en train de s'approcher. Il va aller à l'intersection du plan de descente. Et au moment où les aiguilles sont comme ceci, il faut commencer à descendre pour rester dans le plan de descente. Si l'avion descend trop vite, ça fait ça. Si l'avion descend trop lentement, ça va faire ceci. Et ça veut dire qu'attention, le plan de descente est en dessous de toi. Okay. Ce jour-là, dès qu'ils finissent leur virage, alors qu'ils sont à 21 km de la piste, les aiguilles du commandant de bord montrent ceci. Une croix parfaite. Il a intercepté le plan et l'axe. Ça, c'est à gauche. Mais à droite, dans son pupitre, le copilote voit autre chose. Le copilote voit ça. Le copilote voit que, oui, il a attrapé l'axe de la piste, mais il est bien en dessous du plan de descente. Donc, le copilote, s'il doit suivre son instrument, il doit rester à la même altitude et attendre que le plan doucement vienne. Il y a cette disparité des instruments qui est de très mauvaise aloi, en particulier pendant la nuit. Mais le commandant de bord ne va pas beaucoup hésiter. Il va immédiatement dire oui, bon, le mien est correct, le tien est faux. C'est le tien, voilà, t'es le copilote, tes instruments sont faux, les miens sont corrects.
Il y a ça, mais il y a aussi autre chose. Il y a le fait qu'il y a un biais de confirmation. Vous savez, on a tendance à voir ce qu'on a envie de voir. Si le copilote, si le commandant de bord s'attend à ce stade d'avoir intercepté le plan de descente, eh ben, il aura tendance à croire l'instrument qui lui confirmera ceci. Donc il va dire, écoute, le mien est vrai, et sur ce, il change les réglages pour faire passer tous les instruments sur le nav 1. Donc il va dire, le nav 1, le mien est vrai, l'autre il déconne. Puisqu'il passe tous les instruments sur le nav 1, tous les instruments affichent ceci. Et donc ça veut dire qu'il faut commencer à descendre. Ils sont à 21 km, ils commencent la descente. La descente, il la commence 6 km plus. Ils étaient à 21 km. Ils devaient la commencer à 15 km. Donc 6 km trop tôt. Ils descendent. Et en fait, ils s'enfoncent dans la nuit comme ceci. Ils voient la piste au loin. Elle est très loin devant eux. Ils la voient. Et ils continuent à descendre. Il faut parler de l'aéroport de Zurich. En 1990, il y a plusieurs choses qui manquaient à l'aéroport de Zurich, qui était quand même un standard sur les aéroports internationaux de ce calibre-là. À Zurich, sur la piste, il n'y avait pas ce qu'on appelle le PAPI. Le PAPI est un instrument de lumineux. Hein, c'est des lumières, c'est un instrument très basique. C'est 4 lumières placées sur le côté de la piste. Il y a d'autres dispositifs lumineux différents, mais si on parle de celui-là, il a 4 lumières. Quand les pilotes sont sur le plan de descente, ils voient 2 lumières rouges et 2 lumières blanches. S'ils sont sous le plan de descente, un petit peu, ils voient 3 lumières rouges et 1 lumière blanche. Et s'ils sont vraiment sous le plan de descente, beaucoup, ils voient 4 lumières rouges. En fait, c'est un dispositif lumineux qui, selon l'angle où on le voit, on ne voit pas les mêmes couleurs. Plus on est haut, plus on voit de lumière blanche. Hein. Si l'avion est trop haut, il voit 4 lumières blanches. Si l'avion est trop bas, il voit 4 lumières rouges. Ce dispositif très simple, il n'y avait pas à l'aéroport de Zurich sur la piste 14. Autre chose qu'il n'y avait pas à l'aéroport de Zurich, qui était un standard déjà à l'époque, c'est le MSAW. C'est un système dans la tour de contrôle qui avertit les contrôleurs quand un avion passe sous le plan de descente, quand un avion quitte son altitude et commence à aller vers les reliefs. C'est un système qui signale aux contrôleurs, et les contrôleurs sont censés donc contacter les pilotes et leur dire « mais qu'est-ce que vous faites là ?» Autre chose qu'il n'y avait pas aussi à l'aéroport de Zurich et autour, qui est un standard un peu partout, c'est que sur le prolongement de la piste 14, il y a le Stadlerberg, une sorte de colline, une petite montagne. Normalement, vu sa position là où elle se trouve, un peu partout dans le monde, on mettrait un pylône avec une lumière rouge. C'est un obstacle à la navigation. Vous le trouvez sur des immeubles, des grues, un peu partout, sur des pylônes électriques. Là, en Suisse, on n'avait pas jugé utile de le faire. Alors c'est vrai que le standard OACI, il était au-delà de 5,5 km des installations. On n'était pas obligé de le faire. Mais, dans beaucoup de pays, on le fait quand même. Là, c'était pas fait. Donc, le Stadlerberg, qui est dans l'axe de la piste, est complètement noir. Il n'y a pas d'habitation dessus. C'est une montagne avec des forêts. La nuit, elle apparaît complètement noire. Il n'y a pas de feu de civilisation dessus. Ok. Les pilotes entament donc leur descente. Et puis, ils sont trop bas. Ils sont en train de descendre parallèlement au plan de descente et en dessous de celui-ci. Parce qu'ils ont entamé leur descente trop tôt. Donc, leur taux de descente est correct. Leur taux de descente est correct. Leur plan de descente est correct. Mais par contre, ils sont en dessous du plan de descente réel. C'est le copilote qui est aux commandes. Et à un moment donné, il va exprimer des doutes. Parce que normalement, ils auraient dû, et en particulier suite à la maintenance, mais même sans maintenance, ils auraient dû faire des croisements, comparer la distance de l'aéroport à leur altitude. Constamment. Distance, altitude, distance, altitude. Les cartes comportent plein de points précis, marqués par des marqueurs au sol ou par des distances. Et ils disent aux pilotes, à ce stade, voici l'altitude que tu dois lire. Les pilotes ne font pas ceci. Néanmoins,
le copilote va mentalement commencer à analyser. Il y a un truc qui le frappe en particulier, c'est qu'il y a un marqueur, le OM, Outer Marker. Normalement, l'avion aurait dû le passer à 1100 pieds. 1100 pieds. Or, il voit qu'ils sont à 1100 pieds. Et il dit, l'outer marker, on l'a passé ou pas? Parce qu'ils sentent tout. Il a il a un son grave. Parce qu'il y a 3 marqueurs en réalité. Il y a l'outer marker OM qui émet des sons graves, tout. Et puis, il y a le middle marker quand il existe, tout, comme ça. Il a un son court et un son rapide. Et il y a le inner marker qui est le plus proche de la piste qui fait il a un son comme ceci. Donc, avec le son, ils peuvent savoir quel marqueur il passe. Il n'a pas entendu le son grave du marqueur. Or, il est déjà à 1100 pieds. Or, à 1100 pieds, normalement, il doit être au niveau du marqueur. Il dit au commandant de bord, il est où le marqueur? Il est devant ou derrière? Le commandant de bord lui dit, non, il est devant, on l'a pas passé encore. Ça signifie qu'ils sont trop bas. Il était en fait des kilomètres devant eux, le marqueur. Le copilote exprime un doute. Il dit, je sais pas ce qui se passe, je sais pas où nous sommes. Le commandant de bord dit, moi aussi, en réalité. Il l'avoue. Vous savez, dans les CFIT, dans les vols contrôlés vers le terrain, il y a toujours, ou très souvent, un des membres d'équipage, des fois les deux, comme ici, qui va émettre un doute sur la position de l'avion, dans l'espace, dans le plan vertical ou latéral. Là, c'est les deux qui ont des doutes. Mais ils continuent quand même. Devant eux, il y a la masse. Donc on a l'avion qui descend. Il y a l'avion qui descend comme ceci. Et devant lui, il y a doucement la masse noire du Stadlerberg qui se profile. Le copilote, à un moment donné, réalise que ça ne va pas. Et il sent que ils sont trop bas. Prend les manettes des gaz, il les pousse et il dit remise des gaz. Dans l'aviation d'aujourd'hui, et même de l'époque en réalité, si un des membres d'équipage dit remise des gaz, la remise des gaz doit se faire. Il faut remettre les gaz, continuer, rentrer le train d'atterrissage, informer le contrôleur qu'on fait une remise des gaz, tout ça, et seulement après demander pourquoi, si on n'a pas compris. Mais au départ, on aide à la remise des gaz. Le contrôleur, le copilote, initie une remise des gaz, et là, le commandant de bord lui prend les commandes, il dit non, pas de remise des gaz, pas de remise des gaz. Il reprend les manettes, et il les ramène, et il pousse l'avion vers le bas. Il dit non, faut pas faire ça. On peut rattraper, on peut continuer. À ce stade, il n'y a plus rien qui s'oppose au désastre. Dans les secondes qui vont venir, dans les 20 secondes qui vont venir, la piste est de l'autre côté, n'est-ce pas? La piste, elle est là. Et l'avion est en train de descendre, bien en dessous du plan de descente. Va se profiler le Stadlerberg devant lui, qui est tout noir. Et en fait, doucement, la piste disparaît de la vue des pilotes. Parce que il passe, cette fois-ci, entre eux et la piste, il y a la montagne. Et puis, à un moment donné, c'est l'impact. Ils n'ont même pas le temps de comprendre. Ils annulent la remise des gaz et quelques secondes plus tard, ils sont morts. Tout le monde est mort. 46 morts, ce crash va faire. L'avion tape contre les arbres. Il se renverse, il arrache une aile, il y a l'aile droite qui s'arrache, il passe sur le dos et il tombe. Et on voit, parmi les images, on voit une image d'une aile sur le sol avec l'immatriculation Juliette Alpha de cet appareil. Et l'aile est effectivement renversée. En fait, très rapidement, le contrôleur va s'inquiéter, parce qu'il va dire là, l'Italia 404, vous êtes où? Et il finit par, parce qu'il ne voit plus dans son radar en fait, il disparaît. Et à ce moment-là, il va demander un appareil, un avion de ligne, qui suivait 3-4 kilomètres avant, il suivait l'Italia. Il va le contacter, il va lui dire, est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez le trafic devant vous? Il y a un avion devant vous, est-ce que vous pouvez me dire si vous le voyez? Le pilote va
dire cette phrase glaçante. Il va dire non, je ne vois pas, je vois pas de trafic devant moi, je vois pas d'avion devant moi. Par contre, il y a un feu très puissant au sol. Voilà. Alitalia 404. Rabbit 932, do you have an aircraft in sight about 2 miles ahead of you? Stand by. There is a fire on ground, but there's no traffic in sight. Et ce feu très puissant au sol va brûler pendant 24 heures. Il y a un impact violent, mais qui ne va pas causer l'explosion du carburant, mais plutôt son embrasement. Et puis les arbres vont brûler. Et ça va durer, il faudra 24 heures pour que le sinistre puisse être contrôlé par les pompiers. Rapidement, on réalise que tout le monde est mort. Il y a la FAA sur le coup, le NTSB américain, les autorités suisses avaient demandé de l'aide des Américains, pays de construction de l'avion. Et ils vont commencer à enquêter. Quand ils écoutent le CVR, l'enregistreur de vol des voix, il leur dit que les pilotes sont établis sur l'ILS. D'après leur conversation, mis à part les doutes de dernière minute, les pilotes disaient qu'ils étaient établis sur l'ILS. Ça signifie qu'ils voyaient que leurs instruments les guidaient vers dans le bon plan de piste. Pourtant, ils n'y étaient pas. Ils vont faire des tests, les autorités suisses. Ils vont faire voler un DC-9. Ils feront le même circuit. Ils comprennent pas. C'est pas possible. Les pilotes à 21 km disent qu'ils ont intercepté le plan de descente. C'est pas possible. Parce qu'à 15 km, on l'intercepte, pas à 21. À 21, on est largement en dessous. Si on est à 4000 pieds et puis à 21 km, on est sous le plan de descente. Ils prennent un hélicoptère équipé pour le vol aux instruments. L'hélicoptère suivra la même trajectoire que l'avion et ira jusqu'à, parce que c'est un hélico, il va jusqu'au lieu du crash, il va jusqu'à se poser sur le lieu du crash, en reproduisant la trajectoire. Et ils tournent le plan comme ils veulent. L'avion était constamment sous du plan de descente, malgré ce que les pilotes pensaient. L'affaire commence à s'enliser. 6 mois plus tard, on n'a pas de début d'explication. Pourtant, l'inquiétude est grande, parce qu'on se dit, si ces pilotes se sont fait avoir, d'autres, ça peut leur arriver. Et effectivement, 6 mois plus tard, ça va arriver à d'autres pilotes. Heureusement, ils ont eu de la chance. C'était le jour, et les pilotes ont constaté un problème. DC-9, ils sont en train de faire une approche. Ils réalisent que l'aiguille est au milieu. Elle leur dit, vous êtes sur le plan de descente. Mais en fait, ils n'y étaient pas. Leur croisement, leur montre, ils ne sont pas dessus. Et ils réalisent même une chose, qu'ils montent ou ils descendent par rapport au plan de descente, l'aiguille reste toujours au milieu. L'instrument n'affiche pas de flag, parce que normalement, les instruments défectueux dans un avion sont censés afficher un petit flag, une sorte de petit drapeau rouge, ou d'une autre couleur, cachant l'instrument, ou montrant que cet instrument est défectueux. C'était une profession de foi très établie parmi les pilotes, que les instruments défectueux forcément affichent un drapeau. Ce n'est pas vrai. Ce n'était pas vrai à l'époque, ce n'est pas vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que les instruments ont ce qu'on appelle un self-check, un self-test. Ils ont la capacité de se tester intérieurement. Et effectivement, il y a énormément de pannes prévues par le fabricant qui, quand elles sont détectées, l'instrument va s'auto-désactiver et mettre un drapeau rouge au pilote pour dire « Attention, je suis en panne ». Néanmoins, il y a toujours des pannes qui ne vont pas être détectées par l'instrument. Et c'est une de celles-ci. Il y avait une fausse soudure qui faisait que l'aiguille de l'instrument restait toujours au milieu, quoi qu'il arrive. Et c'est sur cet avion, 6 mois plus tard, qu'ils ont eu le cas. Et ils ont pu comparer. Et ils ont pu expliquer ce qui s'est passé avec l'Alitalia 404. En fait, il y avait ce problème de fausse soudure qui a fait que l'aiguille est restée coincée au milieu. Et donc, l'appareil a continué jusqu'au sol. La communication entre les pilotes, l'indigence de l'équipement de l'aéroport de Zurich, même le contrôleur aérien, indépendamment de tout, qui voit qu'il demande à l'avion de rester à 4000 pieds jusqu'à l'interception du plan de descente et le suivre. Cette interception se fait à 15 km. L'avion est à 21 km et il commence à descendre. Ça signifie qu'il commence à descendre bien avant
et le contrôleur ne réalise pas, et ne les appelle pas, et ne relève pas, quelque part. Donc voilà, le total de toutes ces petites erreurs, petits problèmes, la conception du DC-9, ces appareils, tout ça, font que 46 morts ce jour-là. Voilà mes amis, merci d'avoir suivi cette vidéo sur cet accident meurtrier, 14 novembre 1990, et on se retrouve dans une autre vidéo.